Voici comment modéliser un phénomène qui n'a pas un comportement affine à l'aide d'Excel. Premièrement, il nous faut des données expérimentales. Supposons que ce sont nos données expérimentales. Ici, on a les valeurs de la variable indépendante et ici, celles de la variable dépendante. Évidemment, normalement, on identifierait nos colonnes avec des noms de variables plus appropriés selon le contexte. On va centrer les données, c'est plus élégant, ainsi que colorer la ligne de titre. Une fois que nos données sont bien entrées, on peut les illustrer à l'aide d'un nuage de points, comme ceci. Comme tout graphique, on doit donner un titre au nuage de points et identifier ses axes. Une fois ces étapes terminées, on peut ajouter des courbes de tendance pour essayer de découvrir laquelle va coller le plus à notre nuage de points. Pour mieux voir tout ce qui va s'ajouter, on va venir supprimer le quadrillage principal ici en cliquant tout simplement dessus avec le bouton droit de la souris et en cliquant sur supprimer. Pour ajouter une courbe de tendance, il suffit de cliquer sur l'un des points du nuage de points avec le bouton droit de la souris et de choisir tout simplement ajouter une courbe de tendance. Comme ma progression ici semble exponentielle, je vais choisir le modèle exponentiel. Et aussi, je vais afficher son équation et son coefficient de détermination directement sur le graphique. Afin de bien distinguer les différentes courbes de tendance, je vais leur donner chacune une couleur différente. Et que je peux choisir ici, par exemple, de mettre cette courbe-là en rouge. Et puis, de changer l'épaisseur du trait aussi pour qu'on voit un petit peu mieux, comme ceci. Et je vais en profiter aussi pour aller changer la couleur de l'équation et du coefficient de détermination pour qu'elle soit associée à ma courbe de tendance que je viens d'ajouter. Peut-être que j'aurai une équation puissance, un modèle puissance aussi. Donc, je vais ajouter une autre courbe de tendance qui va cette fois-ci être le modèle puissance. On voit que c'est un petit peu moins bon, mais on va l'ajouter quand même pour faire un choix éclairé à la fin, donc toujours de la même façon. Cette fois-ci, je peux décider de conserver le noir, par exemple, mais d'épaissir un petit peu le trait toujours, et on peut déplacer les renseignements qu'on a trouvés pour assurer une meilleure lisibilité. Le dernier modèle qu'on a vu, c'est le modèle logarithmique. On va quand même venir le choisir, on veut vraiment avoir toutes les options. On voit que c'est pas bon du tout, par contre, dans ce cas-ci. À l'issue de la découverte de toutes ces courbes de tendance, on doit choisir la meilleure. Laquelle est-ce que ça va être? Eh bien, c'est le coefficient de détermination qui va nous le dire. Il va nous permettre de déterminer justement quel modèle est le plus près de nos points. Plus R2 est près de 1, plus le modèle va être proche de nos points expérimentaux. On voit que dans ce cas-ci, le R2 qui est le plus proche de 1, c'est le rouge. Donc, c'est le modèle rouge, le modèle exponentiel, qui est le plus approprié dans cette situation-là. Je vais donc vous inviter à copier et à coller votre graphique juste à côté du premier qui a été produit et d'y conserver dans cette copie-là seulement le modèle le plus approprié. On va aller donc sélectionner les autres et les supprimer en appuyant simplement sur le bouton supprimer au clavier là, ou à l'aide du bouton droit de la souris, on peut faire supprimer, c'est la même chose. Et on va conserver, comme je disais, seulement le meilleur modèle. Et là, ce que j'aimerais voir, c'est la représentation sous forme de papier log-log ou semi-log, dépendamment du modèle qui a été choisi. Ici, on a un modèle exponentiel. Donc, ça va être le papier semi-log vertical qui va faire redresser, si on veut, le nuage de points pour qu'il devienne tout près d'un modèle linéaire. En fait, plus R2 est proche de 1, plus avec le papier logarithmique approprié, on va s'approcher d'un modèle linéaire. Donc, selon la théorie qu'on a vue, on sait que c'est l'échelle verticale qui doit être logarithmique. Alors, on va aller changer la mise en forme de cet axe-là. On va dire qu'on veut une échelle logarithmique cette fois-ci. Et là, si on regarde bien, on voit qu'on a un cycle de trop. Donc, on va aller fixer la valeur minimale à 10, puisqu'on n'a pas besoin d'aller plus bas que ça. Et on va, par le fait même, pourquoi pas, fixer la valeur maximale à 1000 pour aller jusqu'à la fin d'un cycle, donc du dernier cycle qu'on utilise. Ça va être plus élégant. Aussi,
On veut voir les graduations mineures sur l'axe, comme ceci. On peut maintenant fermer. Si on avait à mettre l'échelle logarithmique sur l'axe horizontal ou sur les deux axes, on procéderait de façon similaire. Dernière chose, on veut faire apparaître les quadrillages secondaires et principaux sur le graphique. Donc, pour l'axe qui est à échelle logarithmique, on veut un quadrillage secondaire. Tandis que pour l'axe qui est à échelle linéaire, on veut un quadrillage principal. Et on a un magnifique graphique maintenant qui représente bien la modélisation qu'on a faite. On a la meilleure courbe de tendance ici avec son équation pour représenter notre phénomène. Si on voulait maintenant faire des prévisions de ce même phénomène-là pour des valeurs pour lesquelles on n'aurait pas fait l'expérimentation, on pourrait utiliser ce modèle-là.